Le vampire de Neuilly. T'as déjà mis des fleurs sur une tombe un dimanche, dit une prière, tourné le dos en pensant que c'était fini. Tu crois que les morts restent intacts sous ces 2 mètres de terre et une dalle en granit? Imagine que pendant que tu dors, quelqu'un avec les clés du cimetière creuse à main nue, ouvre le cercueil, commet des actes tellement perturbants que les médecins vont inventer des mots nouveaux pour les décrire. Puis remet tout en place avant l'aube, sans foi, sans que personne s'en rende compte. Pire, imagine qu'il garde une tête d'adolescente morte sur sa table de nuit, momifiée, et dort avec pendant des mois comme avec une fiancée. Tout ça est réel, tout ça est dans les archives, et il a fallu une odeur insoutenable pour que quelqu'un comprenne. Enfin. Bienvenue dans l'histoire la plus perturbante de la chaîne. 5 septembre 1872, le Neuilly, dans le Var. Chaleur qui tue, vignes sèches, maison qui s'effondre. Victor-Antoine Ardisson naît dans une maison crasseuse. Sa mère, Elisabeth Appolloni, notée nymphomane par les médecins, qui le frappe avec des bâtons. Le père inconnu, abandon rapide, c'est son beau-père, Honoré Ardisson, fossoyeur et voleur qui récupère Ardisson. Dans une maison aux 15 grandes rues, puanteur permanente, lit de paille partagée avec des mendiantes de passage, Victor grandit sans un sou. À 5 ans, il mendie déjà. Ses voisins le voient fouiller les poubelles pour des restes moisis. 0 école normale. À 8 ans, sa mère réapparaît, le frappe à la tête avec un gourdin. Sang sur le crâne, cicatrice permanente. Victor développe des tics nerveux, rit bizarrement. Un hoquet sec qui glace le sang. Et le détail qui explique tout, anosmie totale depuis la naissance. 0 odorat, agueusie, 0 goût. Le monde n'a pas d'odeur pour lui. Tu vois le problème qui arrive? À 10 ans, Honoré devient fossoyeur officiel. 4 enterrements par mois maximum. Salaire dérisoire, 20 francs. Victor aide, creuse des trous, voit des corps pour la première fois. Froid, raide, yeux vitreux. Ça l'intrigue d'une manière bizarre. Il touche en secret, personne ne sait. À 12 ans, scène horrible. Il reste seul après un enterrement. Soulève un linceul, regarde longtemps, mais Honoré le surprend, le frappe. Mais Victor ne pleure pas. Jamais. À 14 ans, il quitte l'école définitivement. 0 ami. Les villageois le surnomment le grigouillot, le nigo. Un retard mental léger constaté. Mais c'est là la scène concrète. Il suit une fille au village, la voit uriner derrière un buisson, attend qu'elle parte, lèche le sol mouillé. Et ce... Vous comprenez. Et il faisait ça devant tout le monde, et les gens rient, se moquent de lui. Compte en banque, négatif, famille brisée. 3 frères et sœurs se suicideront plus tard. À 15 ans, il se prostitue occasionnellement, pour quelques sous. Les archives médicales notent des comportements sexuels atypiques, jusqu'au jour où il explose. Spoiler, rien ne justifie ce qui vient. Ce qu'il va faire pendant 8 ans est si perturbant que les médecins vont créer des termes scientifiques juste pour lui. Tu t'apprêtes à comprendre pourquoi l'absence d'un sens peut détruire toutes les barrières morales. En 1893, 3h du matin, Victor a 21 ans. Il prend les clés pendant qu'Honoré dort. Première action, une tombe fraîche, femme de 25 ans, morte 3 jours plus tôt. Il creuse avec ses mains, le cercueil s'ouvre facilement, il commet ce que les rapports médicaux décriront plus tard comme des actes nécrophiles documentés. Il remet tout ça en place, au millimètre, les fleurs exactement à leur position, personne ne le sait. Il vient d'inventer son rituel nocturne. Ses actes passent de 0 à 10 en un an. Comment? En profitant de sa position. Quand Honoré tombe dans une fosse en 1894, se blesse, abandonne le job, Victor reprend, seul. C'est là la croissance initiale. 10 tombes en 1894, femmes jeunes principalement, de 3 actes par an à 10 puis 15 en 8 ans. Les médecins estimeront environ 100 profanations. Attends, de 3 actes isolés à 100 en 8 ans, en toute impunité. Je crois que t'es pas prêt. Il suit tous les enterrements, demande aux familles la cause de mort, note mentalement, prépare ses nuits. Et là, le froid sous ses doigts, le silence absolu à 3 heures. Et lui qui sent rien, grâce à l'anosmie. En 1895, 2 sœurs mortes de diphtérie. Il en profane une, laisse l'autre intacte. Trop risqué la même nuit. 1898, une femme enceinte morte. 1899, une vieille dame, trop ridée. Il la laisse, préfère les jeunes. Et en 1900, un jeune homme de 20 ans. Les rapports médicaux confirment que l'absence d'odorat supprime l'alarme du dégoût et la morale a parfois des racines biologiques. Bon, jusqu'à là, il s'est pas fait arrêter. Mais en 1901, il va franchir une ligne que même lui n'imaginait pas. Des enfants morts vont devenir ses fiancés. Et l'un d'eux ne retournera jamais dans sa tombe. Léonie, 14 ans, morte de fièvre typhoïde. Enterrement le 12, Victor attend 3 jours. Puis un soir, il fait ce qu'il a à faire, mais cette fois, quelque chose change dans sa tête. Trop belle pour rester seule. Il revient 5 nuits d'affilée, même tombe, jusqu'à que la décomposition avance. Et en avril 1901, Gabrielle, 13 ans, morte le 28 avril, Victor assiste à l'enterrement le soir même. Il agit. Ce qui suit va dépasser tout ce qu'il a fait avant. Le corps est lourd, trop lourd, il prend une décision qui va le trahir plus tard. Il sépare la tête du reste avec un outil, prend du temps. Il nettoie, met la tête dans un sac, rentre chez lui, va dans le grenier, la pose sur sa table de nuit. L'air sec du Var la momifie naturellement. Et là commence quelque chose que les psychiatres qualifieront de relation illusoire avec un objet mortuaire. Il lui parle tous les soirs, pendant 4 mois. En mai 1901, Honorine, 17 ans, même schéma. Juillet, 2 autres victimes. Le rythme accélère dangereusement. Septembre 1901, il va encore franchir une ligne que même lui ne pensait pas franchir. Et c'est l'odeur qui ne sent pas
qui va tout révéler. Louise, une enfant de 3 ans et demi, morte de scarlatine. Enterrement le 2 septembre. Victor attend 2 jours. La nuit du 4, il exhume le petit cercueil léger. Il le transporte entier, traverse le village à 4 h du matin, personne ne le voit et il arrive au grenier. Alors attention, ce qui suit est documenté par les rapports médicaux, mais un peu trop perturbant pour détailler ici. Mais vous inquiétez pas. Pendant plusieurs jours, il conserve le corps. Les archives notent comportement que la décence empêche de le décrire précisément. La décomposition avance, l'odeur monte, mais lui sent rien. Les voisins, si, plaintes répétées. Honoré finit par monter au grenier avec une pelle. Ouvre la porte, l'odeur le frappe comme un coup. Il voit une forme sous des tissus, soulève, corps en décomposition avancée. Il hurle, recule, vomit, court chez les gendarmes. Ils arrivent en 20 minutes, fouillent, trouvent le corps de Louise, la tête momifiée de Gabriella sur la table, cheveux attachés avec un ruban. Pendant l'interrogatoire, les gendarmes lui demandent pourquoi. Et Victor dit « Je leur parlais, elle m'écoutait ». Il assume tout et sans aucun problème, comme si c'était normal. Il décrit chaque tombe, environ 100 actes. Les gendarmes vérifient, ouvrent des sépultures, trouvent des cercueils mal refermés, des corps déplacés. Le village comprend qu'ils ont vécu 8 ans avec un prédateur invisible. Les médecins vont l'examiner comme un spécimen scientifique et carrément inventer des mots pour nommer qui il est. Ce que tu vas entendre n'existait pas avant 1901. Il y a donc un procès, mais pas de prison. Expertise psychiatrique, docteur Alexis Epaulard, jeune médecin brillant, l'ausculte pendant des semaines. Rapport final historique, nécrosadisme, du plaisir avec mutilation de dépouilles, nécrophilie, attirance pour les morts. Docteur Pelletroun ajoute dépile mental vide de tout sens moral, avec anosmie et agueusie congénitale. Kraftebung, psychiatre célèbre, dit le cas de ses manuels internationaux. Victor devient un cas d'école mondial. Les études en médecine étudient son dossier pendant des décennies. Verdict, irresponsable pénalement, internement à vie, asile de Pierrefeu du Var, les cellules verrouillées, en surveillance. Les journaux explosent. Le vampire de Neuilly, 5 colonnes, gravures, portrait avec des crocs dessinés. Il n'a jamais bu de sang, juste commis des actes sur des corps, mais vampire vend mieux. La société transforme l'horreur en spectacle dès qu'elle se sent en sécurité. Mais tu crois que l'histoire s'arrête là? Attends, parce que 11 ans plus tard, il va s'évader et déclencher une panique qui prouve quelque chose de terrifiant sur la peur collective. En 1912, toujours à l'asile de Pierrefeu, la routine. Victor est calme, docile. Les gardiens baissent la garde. Le 29 juillet 1912, registre de l'asile. Une case vide. Évasion. Personne ne sait comment. Les autorités paniquent, affichent dans tout le Var, évadé dangereux, 1,54 m, regard fixe, gendarme à vélo, fusil, ratissage des villages, les mères gardent les enfants dedans, les pères vérifient les cimetières la nuit, les cafés bruissent, le vampire est libre. Pas un seul acte pendant l'évasion, juste un an. Tout le département tremble, mais ils l'ont retrouvé 3 jours plus tard, caché dans une cabane affamée, pas agressif. On le ramène, transfert à Monteverguez, asile plus sécurisé, porte renforcée, surveillance double, plus jamais d'évasion. Mais son nom devient légende. Une complainte sort sur un air populaire, le vampire de Neuilly, chanté dans les foires, 5 centimes la feuille. La vérité, on transforme les monstres en divertissement dès qu'on se croit protégé. En 1994, le 9 mars, Victor Addison meurt à 71 ans. Sauf que non. Le cas ne meurt jamais. En 1906, thèse médicale internationale. 1928, livre sur les vampires du folklore. 1970, archives criminelles, dossier conservé. 2001, centenaire de l'affaire, article dans les journaux régionaux. 2018, numérisation complète, 50 000 consultations en ligne. 2023, podcast crime, le vampire de Neuilly, 100 000 écoutes en 2025. Parce que ce dossier parle moins de lui que de nous. Sa photo circule encore, regard vide, immortalisé. Des étudiants en psychiatrie l'étudient toujours. Des créateurs de contenu le ressortent. Des sites le classent cas historique majeur, Wikipédia page dédiée, 200 000 vues cumulées, des forums discutent encore de ses motivations, des auteurs s'en inspirent. Les monstres ne meurent jamais dans l'ère digitale. Mais tu crois que c'est juste de l'histoire ancienne? J'ai pas fini de vous perturber. Dans les rapports d'asile, les gardiens notent des comportements contradictoires. Victor aide un gardien malade, partage son pain avec des patients affamés, pleure quand un co-détenu meurt, les médecins sont perdus. Comment quelqu'un capable de tels actes peut montrer autant de compassion? Lettres de gardien, témoignages médicaux, il n'était pas un psychopathe classique sans émotion, juste un cerveau déformé par la misère, l'abandon et une faille biologique qui a supprimé le dégoût naturel. Les psychiatres modernes qui réétudient le cas en 2020 concluent cas complexe mêlant trauma, déficit sensoriel et retard cognitif. Voilà ce que Victor Addison nous enseigne, que la misère fabrique des monstres plus vite que l'éducation ne l'empêche, que la société ignore les signaux jusqu'à qu'il soit trop tard. Comme au Neuilly, on rigolait sur Addison sans surveiller ses nues, que l'anosmie a supprimé son alarme de dégoût, prouvant que la morale a des racines biologiques, que l'invisibilité sociale est le terreau parfait des déviances. Victor a piné 100 tombes pendant 8 ans parce que personne ne surveillait l'homme d'1,54 m. Alors toi, regarde autour de toi, pas pour rechercher des monstres, mais pour repérer les invisibles, ceux qu'on surnomme le bizarre, le chelou, parce que la déviance commence toujours dans l'abandon, la violence et l'isolement. Combien de Victor existent aujourd'hui dans l'ombre, attendant que personne se pose les bonnes questions? Les monstres ne naissent pas, ils se construisent, dans un silence, dans l'indifférence, dans les 1,54 m qu'on ne voyait jamais venir. Merci à tous.